30% du personnel international de la MINUSMA quitte le territoire avant la fin du mois de septembre et déjà 22% des unités de police individuelles sont désengagées. C'est ce qui ressort de la conférence de presse sur la fin de la première phase du processus de retrait de la MINUSMA. Plus de détails dans quelques instants. La réhabilitation du stade Abdoulaye Makoro Sissogo est en phase de réalisation à Caille. Les travaux ont été lancés hier, une promesse du président de la transition qui se concrétise ainsi. Mercredi 6 septembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Fin de la première phase du retrait de la MINUSMA. Pour informer l'opinion du bilan de cette phase, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et celui en charge de la défense à travers la DIRPA ont organisé une conférence de presse. De cette conférence, on retient que 30% du personnel international quitte le territoire avant la fin du mois de septembre et on note aussi que 22% des unités de police individuelles sont désengagées. Fousseini Tunkara. La première étape de la mise en œuvre de la résolution 2690 relative au retrait de la MINUSMA s'est déroulée à hauteur des souhaits. Première information capitale de cette conférence de presse. Elle est animée conjointement par le premier responsable de la DIRPA et le directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères. Ce dernier chapeaute également les comités de suivi de la mise en œuvre du processus de décrochement de la MINUSMA. Les deux parties ont noté avec satisfaction la bonne coordination qui a facilité la rétrocession au gouvernement des camps d'Ogosagou le 3 août 2023, des Ber le 14 août 2023, de Gundam le 15 août 2023 et de Menaka le 25 août 2023, marquant ainsi l'achèvement de la première phase du retrait de la MINUSMA. S'agissant du désengagement du personnel, la partie onusienne a informé que 30% du personnel international a déjà quitté le territoire. À ce jour, 22% des unités de police individuelles sont désengagées. La MINUSMA transmettra une note verbale et récapitulative du désengagement du personnel en uniforme par contingent. À cet égard, les deux parties se sont accordées pour faire l'état des lieux des projets financés par la MINUSMA en priorisant ceux en cours d'exécution et en procédant à l'identification des structures et ou organismes susceptibles de prendre les relais de la MINUSMA pour la pérennisation des projets jugés pertinents. Après plusieurs années de présence au Mali, le retrait de la MINUSMA aura forcément des impacts. En réponse aux questions ayant trait aux mesures prises pour atténuer ces effets, l'ambassadeur Diallo a annoncé les avancées enregistrées lors de cette première phase. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA, un consultant est déjà à pied d'œuvre. Concernant les employés locaux de la MINUSMA, des démarches sont en cours sur la question de la dette des 10 employés à travers le projet de protocole entre la BDM, la BNDA et les employés concernés avec une garantie du gouvernement. Mener le processus de retrait de façon sécurisée, tel est le souhait de tous les acteurs. Le directeur de la DIRPA, co-animateur de cette conférence, a apporté des éléments explicatifs aux préoccupations des confrères en lien avec l'aspect sécuritaire du retrait. Si les autres rétrocessions se sont passées d'une manière pacifique, sans accroc, je pense que tout le monde a suivi de près ce qui s'est passé à Ber. Elles ont fait 4 jours pour 60 km. Les forces armées maliennes, nos unités ont quitté le 10 à Tombouctou. C'est le 13 qui sont entrés à Ber. Et ça ne fait que 60 km. On s'attendait un peu au Micmac. On s'est battu et on a pris possession de Ber le dimanche aux environs de
8h30, 9h. Comme on pouvait s'y attendre, le chef de la DIRPA a répondu à des questions liées à la rétrocession des autres camps de la MINUSMA au Fama. Les journalistes ont surtout évoqué le cas de Kidal. Partout où la MINUSMA doit rétrocéder des postes, les FAMA rassurent que nous y serons. C'est le territoire malien. Les forces armées maliennes s'inscrivent dans cette dynamique des engagements pris par les autorités politiques. Les forces armées maliennes veulent plutôt que les Maliens, entre nous, qu'on s'asseye, qu'on dialogue, qu'on trouve une solution. Tout ne se règle pas par le bout du fusil. Kidal, ce n'est pas un autre territoire. Kidal, c'est le Mali. Selon les conférenciers, les préparatifs de la deuxième phase sont déjà en cours et les aspects qui seront pris en compte sont définis. Il s'agit des questions environnementales, des transports du matériel et surtout le transfert des tâches qui constitue une priorité de la seconde phase. C'est la semaine nationale de la sécurité routière dans la région de Tombouctou. Sur les grandes artères et carrefours de la ville, les éléments de la compagnie de la circulation routière et ceux chargés de la lutte contre le banditisme sont visibles partout. Des agents qui font leur travail de sensibilisation dans le professionnalisme, une action saluée par les usagers et la population qui concourt à la réussite de l'opération et souhaite qu'elle soit perpétuée. Reportage Yeya Tandina. Faciliter la circulation des personnes et de leurs biens en rendant plus fluides les grands axes et carrefours de la ville de Tombouctou, c'est l'objectif visé par la direction régionale de la police par ce déploiement d'un nombre conséquent de policiers sur le terrain. Elle découle de nos traditionnelles missions de sécurisation des personnes et leurs biens en général, de la prévention à la lutte contre l'insécurité routière. Je prends ici l'engagement sur le professionnalisme de ces agents qui sont déployés pour cette mission, dans le respect de la réglementation en vigueur, ainsi que les normes relatives au respect des droits de l'homme. Les usagers en particulier et populations en général ont salué ce redéploiement des agents dans la ville et souhaitent que les fouilles soient perpétuées. Une opportunité pour rassurer les communautés et minimiser le banditisme. Je pense que la police est en train de faire un bon travail. C'est pour la sécurisation de la population civile. Il faut continuer, parce que vraiment ici, vraiment la circulation, et surtout la nuit. On est content, dans les deux semaines passées, c'est eux aujourd'hui, vraiment, leur voix, ils font leur travail comme il faut. Les conseils que je leur donnais seulement, vraiment, tout le monde n'a qu'à faire attention et être vigilance. Et chacun doit faire son travail comme il faut. Nous saluons cette initiative, car les jeunes actuels circulent à tombeau ouvert sur les motos et dans les voitures, surtout la nuit. Depuis que les policiers ont été déployés ici à la Flamme de la Paix, ils conduisent avec modération et nous ne sommes plus tympanisés. Bravo à ces forces de sécurité. Dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville de Tombouctou, il est créé l'unité mixte d'intervention rapide composée de la police, de la gendarmerie, de la garde, de l'armée de terre, dans le but de sécuriser les populations dans cette ville. Et cette unité œuvre non seulement dans la ville de Tombouctou, mais aussi aux alentours. Elle a pour mission de fouiller les engins à 2 roues, à 4 roues, d'interpeller les suspects et de procéder souvent à des perquisitions. En moyenne, l'UMUR contrôle plus d'une cinquantaine d'engins à 2 ou 4 roues et plusieurs dizaines d'interpellations. Elle évolue de jour comme de nuit dans la ville et ses environs. Nous constatons la baisse considérable du taux de criminalité dans la ville de Tombouctou. Ce dispositif consiste à la mise en confiance de la population et ensuite à accroître la mobilité urbaine et interurbaine dans les 2 régions concernées afin que les populations puissent vaquer à leur occupation. Ensuite, il y a lieu de rappeler que conformément à certaines allégations, les activités continuent normalement. Nous demandons à la population, les populations déplacées de revenir sur leur site et de continuer à exercer leurs activités quotidiennes qui peuvent faire en sorte que les forces de défense et de sécurité puissent être sur la même longueur d'onde que les autres autorités dans le cadre de la stabilisation des régions de Tombouctou et de Taoudéni.
La présence et le renforcement des 2 commissariats de police dans la ville de Tombouctou ont fortement contribué au retour de l'accalmie et d'assurer une libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est le 5 septembre 1961 que le capitaine Dibisila Diarra effectuait le premier saut pour le compte du régiment des commandos parachutistes. Le RCP, tout comme les autres unités de forces armées maliennes, a évolué dans le temps et dans l'espace. Alors commémorer cette date anniversaire consiste à rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour les succès engrangés par le régiment. Reportage signé Ardoumatina et Tayeb Adiawiakoui. La prévention et la gestion des conflits communautaires, c'est le thème central de cette session de renforcement des capacités pilotée par l'école de maintien de la paix Aliou Blondin-Bey en partenariat avec le cabinet Essen. Il s'agit pour les organisateurs de promouvoir une paix inclusive, gage de stabilité dans tous les segments de la société malienne. Ce projet entre en ligne dans l'appui du Royaume de Norvège, profit du gouvernement et des populations du Mali, qui reflète son engagement à contribuer significativement au retour de la paix, une paix pérenne et une paix durable dans notre pays et singulièrement dans la région de Gao. La directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a mis en exergue la pertinence des interventions du projet renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC. Je tiens à saluer les efforts nourris par le projet pour une implication plus responsable des femmes en renforçant les capacités de ces actrices incontournables qu'elles sont pour une meilleure prise en compte du genre. À l'ouverture des travaux, le chef de l'exécutif régional a exhorté les participants à plus d'assiduité pour mieux capitaliser les acquis de cette session. Je vous exhorte à mettre à profit vos expériences et appliquer les méthodes participatives afin de sortir de résultats concluants à la fin de la présente session de formation. Rappelons que cette session se tiendra en 2 phases. La première qui concerne les communes de Gao et d'Ansongo et la deuxième qui va intéresser les communes de Bourem, de Bara et de Sonia Libert. Voilà, vous l'aurez compris, c'était là la formation sur la prévention et la gestion des conflits communautaires à Gao, une session de 10 jours organisée par l'école de maintien de la paix Aliou Blondin-Bey en partenariat avec le cabinet Essen. Je vous le disais, c'est le 5 septembre 1961 que le capitaine Dibisila Diarra effectuait le premier saut pour le compte du régiment des commandos parachutistes. Le RCP, tout comme les autres unités de forces armées maliennes, a évolué dans le temps et dans l'espace. Alors, commémorer cette date anniversaire consiste à rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour les succès engrangés par le régiment. Reportage signé Ardoumatina et Tayeb Adiawiakoui. Il y a 62 ans, jour pour jour, que le régiment des commandos parachutistes effectuait son premier saut par le capitaine Dibisila Diarra, premier commandant de la compagnie. Ensuite, son adjoint, le lieutenant Amara Damfaga. Ainsi, la cérémonie commémorative marquant cet exploit de l'histoire du régiment des commandos parachutistes est une occasion de retrouvailles entre la hiérarchie militaire, les éléments du 33e régiment et le public dans le camp para de Djikoroni, un endroit chargé d'histoire. Parrainé cette année par le journal des brigades Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni, qui avait à ses côtés les chefs d'état-major de l'armée des terres et de l'armée de l'air, ainsi que le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Madani Haïdara, il était ainsi nécessaire, à travers cet événement, de retenir certains moments importants ayant marqué l'histoire du RCP. C'est ce jour important qui révèle le degré d'audace que les forces armées maliennes célèbrent à travers le 3e RCP, le 62e anniversaire marquant le jour de cohésion entre les frères d'armes, tout grade et tout corps confondus. Permettez-moi de vous élucider certaines dates. 1er août 1960, création de la compagnie de l'armée malienne. 1963, engagement du capitaine Dibisila Diarra dans la première rébellion aux morts. 1972, élection de la compagnie CCP en papant de commando parachutistes. Que de parcours, de gloire, de courage, bravoure, de savoir-faire transmis à travers les générations. Parrain de 62 ans du parachutisme au Mali,
Je remercie la famille Paracommando pour cette marque de confiance. En effet, de mon premier saut de brevet para le 19 septembre 1991, jeune élève para de la 44e promotion, à mon dernier saut le 17 mars 2020, ma carrière s'est passée en bonne partie dans le régiment des commandos parachutistes, témoin de l'esprit de corps cultivé depuis des générations. Nous croyons à la victoire finale avec toutes les autres composantes de notre outil de défense, d'où notre devise, croire et vaincre. Lors de la cérémonie, des attestations ont été décernées à certains éléments en guise de reconnaissance pour leur engagement et dévouement au service du régiment. S'en est ensuite suivi un défilé militaire, un exercice de saut, ainsi que le repas de corps préparé pour la circonstance. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Karim Ibrahim Fomba, a animé hier une conférence de presse. Cette rencontre avec les hommes de médias, qui sera désormais mensuelle, vise à informer l'opinion sur les projets que le département entend mettre en place pour les jeunes au profit de leur communauté. Les détails avec Koudji Sibi. C'est le premier numéro de ce qui sera désormais une habitude au niveau du département en charge de la jeunesse et des sports. Le ministre Abdul Karim Ibrahim Fomba entend partager avec les hommes de médias les projets de son département en faveur de la jeunesse, mais aussi du sport. Le programme qui a déjà commencé repose sur certains axes. Le premier axe, c'est jeunesse et citoyenneté, que nous avons appelé également Faso Barane Dioro. Le deuxième axe, c'est le village des opportunités. Le village des opportunités, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'un des gros problèmes au niveau de la jeunesse, c'est vraiment l'économie. Donc comment on peut mettre en place des systèmes pour faciliter le financement ou faciliter un environnement qui pourrait permettre à ceux qui sont engagés de pouvoir avoir des opportunités économiques à leur niveau. Et le volet 3, ça c'est par rapport au sport citoyen. Comment aujourd'hui donner plus de visibilité à certaines disciplines qui sont partenaires au département. On a une quarantaine de disciplines. La vision du ministre est de construire le jeune malien à être engagé et productif. Les jeunes sont ainsi mis à contribution un peu partout à travers le pays pour se mettre au service de leurs communautés respectives. Pour favoriser davantage le brassage entre les jeunes, des activités sportives. Les journalistes ont évoqué des sujets d'actualité comme les crises au sein des fédérations, la question du salaire des entraîneurs, la fermeture des stades. Le ministre a encore une fois invité nos instances sportives à adopter le statut type des fédérations, ce qui pourra contribuer à la résolution de certains conflits. Il a ensuite rassuré par rapport au paiement des arriérés des salaires des entraîneurs dans les plus brefs délais. En somme, c'est un ministre qui n'a occulté aucun aspect dans cette rencontre, même les questions les plus difficiles. Voilà une conférence de presse animée par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Karim Ibrahim Fomba. Je vous l'annonçais en titre, les travaux de réhabilitation du stade Abdoulaye Makoro Sissoko ont été lancés hier. Cela marque la concrétisation de la promesse du président de la transition, colonel Assimi Goïta, lors de sa visite à Kaï le 23 juillet dernier. Reportage à Kansoutou Kanouti. En visite le 23 juillet 2023 à Kaï, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a, au cours de son discours, promis aux fils et filles de la Cité des Rails la réhabilitation du stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Et 45 jours après, il a tenu sa promesse. Le stade sera fondamentalement un stade omnisport, doté d'équipements ultramodernes, des infrastructures qui répondent aux normes CAF, FIFA et même aux normes de l'IRAP. On va avoir une piste en tartan pour l'athlétisme. Nous allons avoir une piscine olympique. Toutes choses qu'on n'avait pas. En football, un terrain de football de haute compétition, bien sûr, sans aller parler des terrains auxiliaires, mais il y a le terrain de basket. Ça permet d'élargir l'éventail de pratiques. Ça va donner plus de possibilités à la population de choisir les activités. Arriver à prendre des décisions, arriver à les concrétiser en si peu de temps, ça montre la bonne perception de la notion de temps dans le développement. Au nom des populations de Kaï, nous remercions du fond du cœur
Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Après avoir donné le premier coup de pelle qui marque ainsi le lancement des travaux de réhabilitation du stade Abdoulaye Makoro Sissoko, le chef de l'exécutif régional a remercié les plus hautes autorités du pays pour cette attention particulière à l'endroit des populations de la région de Kayes. Au cours de sa visite, le président a lancé un certain nombre de travaux d'infrastructure qui contribuent largement au développement de la région. Ce que nous venons de faire aujourd'hui va dans le même sens. C'est dans le domaine sportif, contribuer au développement du sport. Nous ne pouvons que remercier sincèrement l'ensemble des autorités de la transition et aussi remercier sincèrement le président de la transition pour cette promesse tenue au niveau de la région de Kayes. Pour qu'un stade puisse avoir les normes internationales, il y a ces emprises-là aussi qui sont concernées. Que ces personnes puissent comprendre et prendre les dispositions afin qu'ils puissent libérer les emprises pour que les travaux puissent se dérouler normalement. Des démonstrations dans des disciplines, à savoir les arts martiaux, le football, le basketball et le handball, ont été faites par des sportifs sélectionnés dans des centres et la prestation de la troupe Douba Danse, accompagnée de belles mélodies des griottes de la Cité des Rails, ont meublé cette cérémonie de lancement. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire du premier ballon d'or africain Salif Keita, décédé il y a de cela quelques jours. En troisième région, pour endiguer le terrorisme et l'extrémisme violent auprès des populations à la base, 25 acteurs locaux s'approprient le contenu de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ils seront chargés d'élaborer et de diffuser des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Une initiative du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et ses partenaires. Compte rendu, Moussokoro Seremi et Suleiman Bamba. Les lignes directrices des actions à mener dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent au Mali sont consignées dans un document de politique nationale de lutte contre les phénomènes élaboré et adopté en 2018 par l'État malien à travers le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le document, qui fait objet de vulgarisation à travers cette session, ambitionne de doter la région de Sikasso d'un noyau de formateurs afin de contrer tout discours radical. Les structures fêtées religieuses, le Haut Conseil, les structures chrétiennes, les notabilités sont très près de la population. Aujourd'hui, il est très important que les acteurs s'unissent et s'efforcent aussi pour qu'on puisse lutter ensemble contre ce fléau. Le cadre de 3 jours s'inscrit dans le cadre du programme GISRA, initiative conjointe pour une action religieuse stratégique de Church for Common Ground. L'organisation appuie le Mali dans la mise en œuvre des lois et des politiques visant à lutter contre l'extrémisme et à promouvoir la liberté de religion et de croyance. Les activités que nous menons s'inscrivent dans la droite ligne des aspects de la vie sociale, notamment le respect de la vie humaine, la réduction de la polarisation et de la violence sous toutes ses formes, et le renforcement de la légitimité des institutions et mécanismes qui existent au service pour le bien-être des communautés. C'est une mission fondamentale parce que la survie de notre pays dépend de cela. Tous les Maliens aujourd'hui doivent se donner la main pour que le Mali puisse se développer. C'est le développement aussi qui va amener la solution à des problèmes comme ça. Si nous continuons à entretenir le mal, nous n'allons jamais nous développer. À noter que le nouveau plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme repose sur 5 piliers qui sont la prévention, la protection, la poursuite, la réponse et la cohésion sociale. Les groupes bibliques des élèves et étudiants du Mali et le réseau Islam Population et Développement ont organisé une conférence débat à l'intention des étudiants de la faculté de médecine, un cadre initié pour conscientiser les participants sur l'importance de la cohabitation pacifique entre les chrétiens et les musulmans. Bokari Koulibaly pour le commentaire. Musulmans et chrétiens à la quête de la paix et le vivre ensemble. Pour eux, les religions, outre leur capacité de rapprocher l'homme de Dieu, rapprochent l'homme de l'homme. Et c'est tout le sens de ces cadres qui visent à l'union de cœur entre chrétiens et musulmans. À prendre conscience des avantages de la cohabitation pacifique des religions, mais également à s'engager, à s'accepter mutuellement. Les conférenciers chrétiens et musulmans projettent de pérenniser cette initiative, car, disent-ils, elle contribue à apaiser le climat social et à raffermir les liens de fraternité qui ont toujours existé entre les communautés du Mali.
La question de la paix est une préoccupation fondamentale dans la Bible. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament en parle, et l'expression qui est le plus usitée est l'expression shalom. Donc, parlant de shalom, c'est le bonheur dans son intégralité pour l'être humain. La quête de la paix est l'élément le plus important dans la pratique de la religion. Tous, nous devons nous dévouer à la promotion de la paix et du vivre ensemble, quelle que soit notre appartenance religieuse. La présente conférence de débat est une initiative des élèves et étudiants du groupe biblique et les réseaux Islam, Population et Développement dans le cadre du programme JISRA. Et avant de se quitter, sachez que les obsèques de la légende du football malien, africain et international Salif Keita dit Domingo auront lieu tout à l'heure à 15h. C'est à la place du cinquantenaire près de l'ENSUP. Les installations pour accueillir le public sont en cours, comme vous le voyez sur ces images. C'est le dernier grand hommage de la légende du football Salif Keita dit Domingo, ballon d'or africain. Dors en paix, Keita. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi avec nous et à demain 13h, Inch'Allah.